Alors bienvenue dans cette nouvelle analyse où l'on s'attaque aujourd'hui à une figure aussi incontournable, peu controversée, Elon Musk. On peut le dire, oui. Pour nous guider, on va s'appuyer sur la biographie d'Ashley Vance, qui est vraiment une mine d'informations. Et l'idée, c'est pas juste de raconter sa vie de A à Z. Non, pas du tout. C'est de plonger dans les moments clés pour comprendre comment un seul homme a pu s'attaquer à la fois à l'industrie spatiale, à l'automobile et à l'énergie. 3 des secteurs les plus verrouillés au monde. Et ce qui est vraiment passionnant avec ce livre, c'est qu'il nous emmène dans les coulisses, bien avant qu'il soit l'icône qu'on connaît. On va le voir au bord du gouffre, en fait. C'est ça. Pour vraiment saisir le personnage, il faut comprendre ses échecs, ses humiliations même, et surtout cette fameuse année 2008 où tout a failli s'arrêter. Donc on va se concentrer sur 3 axes principaux. D'où vient cette vision un peu folle? Ensuite, comment il a appris à la dure avec ses premières boîtes? Et enfin, comment il a survécu à l'année qui aurait dû le détruire. Parfait. Alors, pour planter le décor, commençons par le début du livre. La première visite du biographe chez SpaceX. Il s'attend à voir des bureaux, un truc assez classique, et il tombe sur ce qu'il appelle Muskland. C'est ça, un immense bâtiment blanc immaculé au milieu d'un quartier industriel assez déprimant de Los Angeles. Et à l'intérieur, c'est le choc total. Ce n'est pas un siège social. C'est une usine de fusées, une vraie, qui sort de terre sous ses yeux. La description est incroyable. On a des jeunes ingénieurs en blouse blanche qui codent à côté de mécanos tatoués qui assemblent des moteurs fusées en écoutant du Van Halen à fond. Bah oui, quand même. Et au milieu de tout ça, des fuselages de Falcon 9, alignés, qui attendent. Ce n'est pas juste une usine, c'est la matérialisation physique d'une ambition qui, à l'époque, semblait complètement délirante. On est au début des années 2000, faut pas l'oublier. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Le livre insiste beaucoup sur le contraste avec la Silicon Valley de l'époque. On sort à peine de l'explosion de la bulle Internet, et tout le monde cherche la petite application, le petit logiciel qui va rapporter gros et vite. L'ambition est devenue très très modeste. Et là, au milieu, t'as Musk qui balance cette citation qui est restée célèbre. Ah oui, je vois laquelle. Les meilleurs esprits de ma génération se demandent comment amener les gens à cliquer sur des annonces. C'est nul. C'est plus qu'une citation, c'est sa déclaration de guerre à la médiocrité ambiante. Lui, ce qu'il veut, c'est construire des trucs, des vrais trucs. C'est ça. Des fusées, des voitures, il veut manipuler des atomes, pas seulement des bits. Et sa personnalité, elle est le reflet parfait de cette usine. Il est obsédé par l'ingénierie, par les détails. Ce n'est pas un manager qui regarde des tableurs Excel. Non, c'est l'ingénieur en chef qui va personnellement vérifier la qualité des jantes d'une Tesla ou questionner la résistance d'un simple échafaudage. Exactement. On le décrit comme socialement un peu maladroit. Très direct, presque brutal. Parce que pour lui, le bavardage, c'est une perte de temps. Le seul but d'une conversation, c'est de résoudre un problème. Mais une ambition pareille, vouloir construire des fusées quand tout le monde crée des réseaux sociaux, ça ne sort pas de nulle part. Et logiquement, le livre nous ramène à son enfance en Afrique du Sud. Et on y trouve des indices assez frappants. C'est le moins qu'on puisse dire. À 12 ans, il apprend seul à coder et il crée son premier jeu vidéo Blastar. Il le vend à un magazine pour $500. À 12 ans. Il dévore les bouquins de science-fiction, les comics, et il en tire une conclusion toute simple, presque naïve, qu'il cite lui-même. Dans les BD, on dirait qu'ils sont toujours à essayer de sauver le monde. Cette idée, sauver le monde, ça devient son logiciel de base. Mais il y a une autre figure, peut-être encore plus importante, que le livre met vraiment en lumière, son grand-père maternel, Joshua Haldeman. Ah oui, lui, c'est un personnage de roman. Un aventurier, chiropraticien, pilote, une sorte d'Indiana Jones de la vraie vie. Dans les années 50, il embarque sa femme et ses enfants dans un petit monomoteur. Un monomoteur? Oui, un monomoteur. Et ils font littéralement le tour du monde avec. De l'Afrique du Sud à l'Australie en passant par la Norvège. Attendez, là il faut qu'on s'arrête 2 secondes. Son grand-père a traversé le monde en monomoteur dans les années 50. C'est le genre de détail qui change toute la perspective. Complètement. Ce n'est plus juste l'histoire d'un start-upper brillant, c'est l'héritier d'une lignée de fous furieux en fait. C'est exactement ça. Et l'héritage, c'est pas l'argent, c'est une mentalité. Un de ses oncles la résume parfaitement dans le livre. On nous a élevés avec l'idée que nous étions capables de tout. Il suffit de décider, puis d'agir. Waouh! Et cette phrase, c'est la clé de sa tolérance au risque. Pour lui, l'échec, c'est une option, c'est pas une fatalité. L'impossible, c'est juste un problème d'ingénierie qui n'a pas encore été résolu. Et cette mentalité, elle va être mise à rude épreuve. Il quitte l'Afrique du Sud à 17 ans pour le Canada, et ses débuts sont
Loin d'être glamour. Il fait des petits boulots et le livre raconte cette anecdote incroyable où il doit nettoyer l'intérieur d'une chaudière dans une scierie. Un boulot horrible. Pour 18$ de l'heure. C'est là qu'il se dit qu'il préfère utiliser son cerveau plutôt que ses muscles. Et c'est à l'université qu'il va formaliser sa vision. Il identifie les 3 domaines qui vont, selon lui, changer l'humanité. Internet, les énergies renouvelables et l'espace. Et c'est là que son plan directeur commence à prendre forme. Il ne cherche pas une bonne idée de business, non. Il identifie les plus grands défis de l'humanité et il décide que ce sera son terrain de jeu. Le premier, c'est Internet. Il fonde donc Zip2 avec son frère Kimball en 1995. Leur vie est d'une précarité totale. C'est ça, ils dorment sur un futon au bureau, ils se douchent dans un foyer pour jeunes et ils partagent un seul ordinateur. Le jour, le site web tourne dessus et la nuit, Elon code. C'est fou. Mais Zip2, c'est surtout son premier contact avec le monde du capital risque. Et ça va être une leçon extrêmement douloureuse. Il arrive à lever des fonds, mais en contrepartie, il perd le contrôle. Les investisseurs jugent que les 2 frères sont trop jeunes, trop inexpérimentés. Ils nomment un PDG adulte et Musk est relégué au poste de directeur technique. Pour lui, c'est une humiliation terrible. Il a l'idée, il a le code, mais il n'a plus le volant. Finalement, Zip2 est vendu à Compaq pour 307 millions de dollars. Musk empoche environ 22 millions. Bon, pour n'importe qui, ce serait le moment de souffler, d'acheter une villa. Ben non, pas lui. Pas lui. Il prend la quasi-totalité de sa fortune et la réinvestit, immédiatement, dans sa nouvelle start-up X.com qui veut révolutionner la banque en ligne. Et là, il refait une erreur. Il fusionne avec une société concurrente, Confinity, qui a développé un service nommé PayPal. Et très vite, des tensions apparaissent. Sur quoi ? La technologie, oui, un conflit à la fois technique et culturel. Musk veut tout reconstruire sur une technologie Microsoft, alors que le reste de l'équipe, menée par Peter Thiel et Max Levchin, ne jure que par Linux. Et l'histoire se répète. Sauf que cette fois, c'est encore plus violent. Le conseil d'administration organise un putsch pour l'évincer du poste de PDG. Pendant qu'il est dans l'avion pour sa lune de miel. C'est pas possible. Si, il atterrit et il apprend qu'il n'est plus le patron de sa propre entreprise. Et cette leçon-là, elle est fondamentale. Ce n'est pas juste une question d'ego. C'est ce qui explique pourquoi, des années plus tard, il se battra jusqu'au bout pour que Tesla fabrique ses propres batteries ou pourquoi SpaceX construit 80% de ses fusées elle-même. D'accord, je vois. Cette double éviction, Zip2 puis PayPal, l'a rendu complètement allergique à toute forme de dépendance. Le contrôle, c'est pas le but, c'est le seul moyen pour lui d'exécuter sa vision sans compromis. Quand PayPal est finalement vendu à eBay pour 1,5 milliard de dollars, Musk, en tant que principal actionnaire, devient immensement riche. Il a l'argent et il a la leçon. Désormais, ce sera lui le patron et personne d'autre. Et il va avoir besoin de cet argent et de cette détermination parce qu'on arrive au moment où tout a failli exploser, 2008. Le livre décrit cette période comme l'année de l'enfer. Et le mot est faible. C'est une tempête parfaite. Une convergence de crises qui aurait anéanti n'importe qui. D'abord, il y a SpaceX. Après 2 premiers lancements ratés, la 3e fusée Falcon 1 explose en vol en août 2008. C'est un désastre absolu. Et l'entreprise est à court d'argent. Voilà. Il ne reste de quoi financer qu'une seule et dernière tentative. Si elle échoue, SpaceX, c'est terminé. Fini. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a Tesla. Le développement du premier modèle, le Roadster, a été un cauchemar industriel. Ça a coûté 140 millions au lieu des 25 prévus. L'entreprise est au bord de la faillite. Elle brûle des millions chaque mois. Et les voitures ne sortent pas de l'usine. Et par-dessus tout ça, le contexte. Crise financière de 2008, Lehman Brothers s'effondre. Qui, à ce moment-là, va investir $1 seul dans une start-up de voitures électriques qui perd une fortune? La réponse est simple. Personne. Et la dernière crise, la 4e, elle est personnelle. Son divorce avec sa première femme, Justine, tourne à la guerre médiatique. Ça s'étale partout, dans la presse, sur les blogs. La pression elle est totale. Il ne gère pas, il survit. Le livre le décrit comme ayant l'air d'un mort-vivant. Il a des cernes immenses, il a perdu du poids, et il se réveille la nuit en hurlant, terrassé par des cauchemars. C'est terrible. Et il est face à un choix impossible. Ses fonds personnels s'épuisent, il n'a plus assez d'argent pour sauver à la fois Tesla et SpaceX, il doit en choisir une. La logique aurait été de couper la branche malade, probablement Tesla qui semblait la plus... Exactement, la plus mal partie. Mais ça, c'est ne pas comprendre sa psychologie. Pour lui, c'était comme demander à un parent de choisir lequel de ses enfants sacrifier. Impensable. Alors, au lieu de choisir, il décide de faire tapis. Il rassemble ses derniers millions et il les injecte dans les 2 entreprises en espérant un miracle.
Et le miracle a lieu. En septembre 2008, l'équipe de SpaceX sur l'atoll de Kwajalein procède au 4e lancement de la Falcon 1. C'est la tentative de la dernière chance. Tout le monde retient son souffle. Et cette fois, c'est un succès parfait. La fusée atteint l'orbite, SpaceX est sauvé de la faillite, et quelques semaines plus tard, la NASA leur accorde un contrat de 1,6 milliard de dollars. C'est un soulagement immense. Mais le combat n'est pas fini. Tesla est toujours au bord du précipice. Les caisses seront vides après Noël. Il doit absolument boucler un tour de financement avant la fin de l'année, et les investisseurs traînent des pieds. Et le livre raconte cette scène finale, c'est digne d'un thriller. On est le 24 décembre 2008, le soir du réveillon. Musk est au téléphone, il supplie, il argumente, il met la pression. Et réussit à boucler le tour de financement à 18h. Quelques heures seulement avant que l'entreprise soit déclarée en défaut de paiement. Le lendemain de Noël, Tesla aurait déposé le bilan. C'est incroyable. Cette année 2008, c'est l'épreuve du feu. C'est le moment qui a forgé sa légende, mais qui l'a aussi, je pense, profondément endurci. Il a vu la destruction totale de près. Et en survivant, il en est ressorti avec un contrôle encore plus absolu sur son destin. Et c'est seulement après avoir survécu à ce cataclysme qu'il a pu vraiment déployer ce que le biographe appelle sa théorie du champ unifié. L'idée que ces entreprises, Tesla, SpaceX et plus tard SolarCity, ne sont pas des projets séparés. Exactement, elles font toutes partie d'un même plan. C'est un écosystème intégré. C'est-à-dire, Tesla fabrique des voitures électriques, mais aussi des batteries stationnaires. Ces batteries, SolarCity, qui est l'entreprise de ses cousins, peut les installer chez les particuliers pour stocker l'énergie de leurs panneaux solaires. et ces mêmes panneaux solaires peuvent alimenter le réseau de superchargeurs de Tesla. Tout est lié. Et même SpaceX et Tesla, qui semblent si éloignées, en fait, elles se parlent. Elles échangent des savoir-faire sur les alliages métalliques, les techniques de production. C'est une vision très intégrée, c'est certain. Mais est-ce que cette théorie du champ unifié, ce n'est pas aussi une belle histoire qu'on se raconte après coup ? Sur le moment, en 2010, est-ce que c'était vraiment un plan si délibéré ou est-ce qu'il a simplement saisi des opportunités qui se renforçaient mutuellement ? C'est une excellente question. Les 3 domaines, Internet, énergie, espace, ça, c'était là depuis le début, depuis ces années d'étudiants. Mais la structure de l'écosystème, la manière dont les boîtes s'emboîtent les unes dans les autres, ça n'a pu être construit que parce qu'il a survécu à 2008. Et parce qu'il avait le contrôle. Et parce qu'il avait le contrôle absolu. Il n'avait plus de conseil d'administration pour lui dire que faire des fusées E.T. et des voitures en même temps était une folie. Il pouvait enfin exécuter son plan directeur sans aucune interférence. En somme, ce que cette biographie nous montre, c'est le portrait d'un homme qui n'est pas le produit d'un succès linéaire. Pas du tout. Il a été forgé par des échecs cuisants. Une enfance singulière lui a donné une ambition démesurée. Les échecs de Zip2 et PayPal lui ont appris la nécessité du contrôle. Et la quasi-faillite de 2008 a validé sa tolérance au risque hors du commun. Et tout ça lié par cette vision à très très long terme. Exactement. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. Le livre dépeint un homme pour qui résoudre les grands problèmes de l'humanité, ce n'est pas juste un business, c'est un impératif moral, une obsession qui dévore tout le reste. Et la question qui se pose, c'est est-ce que pour accomplir des choses qui semblent impossibles, pour vraiment essayer de changer la trajectoire de l'humanité, est-ce qu'il faut ce niveau de concentration quasi messianique ? Et si la réponse est oui, alors quel est le coût humain pour soi-même et pour son entourage d'une telle mission ?